Merci d'être là pour cette deuxième partie. J'ai le très très grand plaisir de ne pas présenter Alain Badiou, qui est venu nous parler de traduire la République. Et moi, j'aurais aimé que, voilà, ça suffit comme titre. En fait, c'est traduire la République de Platon, mais pas seulement. Et c'est à la fois, enfin, il va nous parler de son hyper-traduction de la République. Alain Badiou, je n'ai pas besoin de le présenter, mais je peux quand même dire, c'est probablement le philosophe français, et en tout cas c'est le philosophe contemporain français le plus traduit au monde. Et il est traduit dans toutes les langues. Et si nous sommes sous ce blablabla, ça n'est pas pour dire... C'est équivoque tout voilà. de même. Ça n'est pas pour dire qu'on va blablater, c'était plutôt pour évoquer le mur des barbares, c'est-à-dire le rapport aux Grecs. Et barbara, blablabla, voulant dire barbare, l'onomatopée pour dire barbare, c'est-à-dire pour dire celui qu'on ne comprend pas. Platon, je ne suis pas sûre, bien qu'il possède le logos, qu'on le comprenne complètement. Et peut-être qu'avec l'hyper-traduction d'Alain Badiou, on va le comprendre mieux. Et en tout cas, juste ce que je voulais dire, c'est que nous sommes en dialogue depuis, je crois malheureusement ou heureusement, une vingtaine d'années. Peut-être un peu plus. Oui, peut-être un peu plus. Je ne veux pas insister. Oui. Et donc en dialogue, si j'ose dire, en différence, lui étant vraiment un tenant de Platon, voire même Platon, et moi étant plutôt de l'autre côté, à savoir du côté des sophistes, des ennemis jurés de Platon. Donc voilà, c'est autour de cela que s'est construit notre travail commun. Et je lui laisse la parole. Oui, alors nous sommes ici, au fond, avec l'exposition, avec tout ce dont il est question. Nous sommes ici tout de même dans une atmosphère de célébration à la fois de la multiplicité des langues, du transit entre les langues, de l'internationalisme, etc. Et je dois avouer au départ que c'est absolument ma conviction. Mais je n'aime pas beaucoup les langues, pour tout vous dire. Quelquefois, je me dis que je serais heureux si tout le monde parlait la même langue, quand même. Et je me rappelle quand j'ai dû consentir, parce que c'est la langue commune, c'est le latin d'aujourd'hui. Quand j'ai dû commencer à faire des conférences en anglais, c'était une grande souffrance. Et je me souviens, lors d'une des premières conférences que j'ai faites aux États-Unis en anglais, je m'étais excusé d'avance. J'avais dit, vous savez, mon anglais n'est pas terrible, il ressemble quand même beaucoup à du français. Et à la fin de la conférence, à la fin de cette souffrance, un jeune homme était venu me trouver et m'avait dit non, pas du tout, pas du tout. Votre anglais ne ressemble pas du tout à du français. J'étais très content, tout de même. Il me dit, ça ressemble beaucoup à l'allemand. Alors ma joie circonstancielle s'est effondrée et j'ai dû consentir ensuite pendant des années à traîner cette réputation. Alors évidemment, c'est le premier paradoxe par lequel je voulais commencer. Pourquoi me suis-je dans ce cas lancé dans le travail considérable, j'y reviendrai, d'une traduction, d'une nouvelle traduction, hyper-traduction, translation, transport, etc., de la République de Platon, m'installant ainsi, alors de façon tout à fait délibérée, dans le commerce des langues, avec évidemment l'avantage implicite que c'est une langue morte, ou à peu près, si bien que personne ne va me dire que je parle le grec ancien comme un espagnol. Mais tout de même, c'était pas du tout dans mon génie propre. C'est peut-être son influence délétère, mais c'était pas dans mon génie propre. Alors, je voudrais commencer par la liste des paradoxes de cette traduction, parce que peut-être ce sont des paradoxes généraux de la traduction. En tout cas, on va en recouper un certain nombre. D'abord, le premier paradoxe, c'est que je n'ai pas de goût profond pour la multiplicité des langues,
Mais le deuxième, c'est que c'était quand même absurde, en un certain sens, de proposer de traduire une fois encore le texte qui, de l'histoire de la philosophie, est probablement un des ou le même texte le plus traduit, le plus commenté, le plus discuté, le plus interprété de l'histoire de la philosophie, et ce, depuis 2500 ans à peu près, et étant passé par des transits déjà extraordinairement complexes, ayant transité par l'arabe, du grec par l'arabe, puis ayant été récupéré, ayant été latinisé, puis après ayant été largement approprié par les Allemands, etc. Donc l'histoire de ce texte à la République, à elle toute seule, est une histoire qui mobilise, d'une certaine façon, dans l'espace qui est le nôtre, un trajet linguistique, un trajet langagier proprement extraordinaire. Alors, pourquoi ajouter une traduction ? C'était un pari un peu périlleux. D'autre part, c'était paradoxal pour une deuxième raison, c'est que je suis constitutivement un philosophe de l'événement. La catégorie d'événement est centrale quand même parce qu'elle est liée pour moi elle est liée à la catégorie de vérité. Toute vérité résulte d'une certaine façon du trajet postérieur à une rupture, à un événement, et que très classiquement, Platon est considéré au contraire comme un philosophe de l'éternité, de l'immuabilité idéale et d'une mesure prise dans le monde au regard de paramètres qui sont des paramètres extramondains en un sens, ou en tout cas relevant d'une absoluité. D'autre part, encore une autre raison, je suis généralement représenté comme un révolutionnaire, pas comment dire, un rouge, ou pire, pas, un totalitaire. Et après tout, Platon a longtemps été considéré, lui, comme un partisan d'une sorte de monarchie intellectuelle, conservatrice, antidémocrate, peu portée à animer des mouvements, à proprement parler. Et donc c'était encore un paradoxe. Pourquoi s'occuper de Platon? En plus, c'était, quand je m'y suis mis, un peu à l'aveugle, un travail considérable. Alors je voudrais parler ici un peu du labeur du traducteur. Le traducteur comme ouvrier souffrant. Voilà. C'est un travail considérable. Je m'étais dit, je vais en faire tous les jours. Alors tous les jours, ça voulait dire que je déterminais chaque jour le temps que j'estimais disponible pour me consacrer entièrement à la traduction de Platon. Alors ça allait quelquefois, ça pouvait être une demi-heure, ça pouvait être 3 heures, ça variait tous les jours, mais c'était tous les jours. Et donc tantôt je traduisais 2 phrases, tantôt un paragraphe, tantôt quelques pages, mais c'était devenu une discipline de faire, pour parler comme Lénine. Et alors, je me suis dit, bon, je vais faire ça pendant un certain temps. Mais ça a duré 5 ans. Vous vous rendez compte, 5 ans avec Platon tous les jours. Ça, c'est de la traduction tout de même. Ça, c'est de la traduction. À la fin des fins, d'ailleurs, je ne savais plus qui j'étais. D'ailleurs, je voudrais vous dire comment je procédais, parce que c'est le labeur du traducteur tel que je l'ai pratiqué et conçu. En vérité, donc, je choisissais le fragment de texte du jour. Je procédais dans l'ordre, hein, mais j'étais à un certain endroit et je disais, voilà, je vais faire un morceau supplémentaire. Et je commençais, c'était le premier temps, par me confronter à nu, si je puis dire, au texte grec lui-même, c'est-à-dire le texte de Platon. Et je le travaillais, je le triturais, je convoquais mes grammaires, mon vieux dictionnaire, etc., etc., jusqu'à ce que j'ai le sentiment de l'avoir intégralement compris. Alors compris, hein, voilà, là on est dans qu'est-ce que ça signifie exactement, c'est les arcanes de la traduction. J'avais le sentiment que je l'avais compris, c'est-à-dire que je l'avais compris comme on comprend quelqu'un dans sa langue sans que cette langue soit la vôtre. Donc on est là déjà dans un élément de traduction qui est je connais cette langue. Je connais cette langue et donc je l'ai lue là et je l'ai comprise. Et ça, c'est la première étape. C'est la première étape, mais
ce n'était pas du tout la seule, c'était comme plutôt la base minimale requise pour qu'il y soit question de traduction et pas d'incompréhension, etc. Ça, c'était le premier temps. Et puis ensuite, le deuxième temps, je faisais une première traduction. Alors, la première traduction, elle était liée à des principes que je vous énumérer tout pas. Mais en tout cas, c'était la première traduction, c'est-à-dire le premier passage en langue française. Alors, comprenez bien que je ne traduisais pas en langue française au départ. Au départ, j'essayais de m'immerger purement et simplement dans la phrase grecque, dans les phrases grecques, jusqu'au moment où j'avais l'impression de pouvoir les parler, enfin, de les comprendre de l'intérieur d'elles-mêmes. Après, sortant en quelque sorte de cela, je faisais une première traduction qui était la traduction assez proche de ce que je pensais être ma compréhension. Et puis ensuite, je faisais une deuxième traduction. Donc, en vérité, je faisais une traduction de ma traduction. C'est pour ça que je raconte cette histoire. C'est-à-dire, je faisais la traduction de la traduction fondée sur la compréhension primitive du texte et à laquelle j'aurais pu m'arrêter, peut-être. C'est-à-dire, je traduisais en un sens conventionnel, d'une certaine façon. C'est-à-dire, je transposais dans la langue française cette compréhension primitive que j'avais eue. Et puis après, je faisais une deuxième version. Alors, c'est cette deuxième version qui décalait le texte dans une direction que je vous détaillerai un tout petit peu plus tout à l'heure, mais qui était la suivante. La première traduction était, à mes yeux, le témoignage en français de la compréhension que je pensais avoir du texte grec. La deuxième était la traduction de ma traduction, de telle sorte que contextuellement, c'est-à-dire compte tenu de ce que nous sommes, nous, aujourd'hui, nous pouvions comprendre vraiment de ce sentiment primitif que me donnait le texte grec. Donc c'était une traduction immédiatement contextuelle, c'est-à-dire en quelque sorte une traduction immédiatement adressée à une opinion de lecteurs, à une masse des lecteurs que je considérais comme appartenant au monde contemporain. Donc ce n'était pas une traduction de fidélité, c'était une traduction de déplacement conscient, mais enraciné quand même au départ dans le texte grec lui-même. Ça, c'était la troisième étape, la traduction modifiée. Ensuite, je faisais une version, tout ça manuscrit, tout ça à la main. Après, je faisais une version tapée. Et la version tapée était une modernisation supplémentaire de la deuxième traduction primitive. Et je la faisais examiner, je la faisais lire. C'est elle que je soumettais à contrôle de gens ne connaissant pas spécialement la République de Platon, etc. Mais je leur demandais ce qu'ils comprenaient là. Et ils me disaient ce qu'ils comprenaient. Et je comparais ça avec et la donnée primitive et mes principes, etc. Et donc, c'était ma politique de la traduction. C'est-à-dire, dès la traduction, son exposition, pendant qu'elle se fait, à quelque chose qui est une opinion ordinaire de lecteur. Voilà. Parce que c'était mon idée que ça puisse s'adresser à la fin des fins à n'importe qui, ce qui n'est jamais le résultat atteint, mais qui était quand même l'idée. Et puis, finalement, je faisais une version que je considérais comme définitive, sous réserve des modifications rétroactives entraînées par l'avancée du texte. Voilà. Alors ça, c'était donc un travail énorme, qui est une des énigmes de la chose, parce que, véritablement, c'était extraordinairement astreignant. Et d'ailleurs, quand au bout de 5 ans, ça a été fini, j'ai éprouvé non pas du soulagement, mais une tristesse infinie. Ça m'a manqué pour toujours. J'aimerais trouver un autre texte pour recommencer cette entreprise, mais j'avoue qu'aucun n'arrive à fonctionner réellement pour moi comme a fonctionné la République de Platon. Je ne trouve pas l'équivalent de la République de Platon pour me livrer à cet exercice. Et alors le dernier paradoxe, que je terminerai cette introduction, le dernier paradoxe a été
le succès de ce livre. Ça a été un grand succès, et ça a été un grand succès mondial. C'est-à-dire il a été très rapidement traduit, naturellement, en anglais, en allemand, en espagnol, mais en coréen, mais en turc, et finalement en chinois aussi. Et je me demandais de quel texte il s'agit quand il arrive là. Parce que vous voyez que déjà, moi, je l'ai soumis à des opérations assez intervenantes, mais alors quand on en est aux Chinois, d'autant que j'ai toujours soupçonné les Chinois, qui m'avaient déjà pas mal traduit, mais j'ai toujours soupçonné, en demandant la vérification à des amis chinois, j'ai toujours soupçonné de traduire sur la version anglaise. Enfin, ça leur est plus commode que traduire le français. Donc vous imaginez l'histoire qui commence là. Ce texte grec, traduit par mes soins dans un français un peu spécial, retraduit dans un anglais qui ne comprend pas le français en question, finalement retraduit en chinois. De quel texte s'agit-il au bout de course? Je pense qu'il y a une indécision probante, mais toujours est-il que ça a constitué un public planétaire, véritablement, pour cette traduction de la République de Platon. Alors, je voudrais expliquer le paradoxe. Voilà, c'est le sens de ce que je voudrais vous dire ici. Le paradoxe de cette entreprise, qui est une entreprise de traduction au sens fort, c'est-à-dire de traduction adressée d'un côté, et d'autre part de traduction qui a comporté dans son processus de grands moments de traduction en réalité. Le seul moment véritablement primitif étant le tout premier. Alors, je voudrais expliquer le paradoxe et en même temps expliquer comment j'ai procédé et quelles ont été en quelque sorte mes techniques. D'abord, il faut quand même que je dise un mot de pourquoi Platon et puis pourquoi la République. Pourquoi Platon? Ça, c'est un moment un peu philosophique. Au fond, qu'est-ce que c'est que Platon? Platon, c'est une conception de la philosophie comme relevant d'une éclaircie de la pensée par une certaine forme d'absoluité, c'est-à-dire éclairant la pensée dans un mouvement qui est un mouvement dialectique très complexe d'ailleurs, mais dans le mouvement dialectique très complexe comme relevant ou n'étant tenable que par référence à une forme d'absoluité, mais qui s'intéresse de façon principale à la question de savoir comment il est possible que la pensée, dans les conditions du monde effectif et réel, puisse en quelque sorte toucher, s'imprégner ou s'exposer à la lumière de cette absoluité, non pas de façon générale, parce que de façon générale c'est le règne de l'opinion, mais de façon suffisamment exceptionnelle pour que le philosophe puisse en tirer des principes généraux. C'est comme ça que je le vois, moi, Platon, de façon très, très générale, mais très principielle. Donc, Platon, c'est un ennemi de presque tout ce qui peut s'orner du mot de contemporain. Et ça depuis de longue date. Alors on peut le voir. D'abord, Platon a évidemment été visé dès l'origine par la philosophie critique. Pour Kant, Platon, c'est la figure exemplaire du dogmatique. De quelqu'un qui ne comprend pas que l'expérience est nécessairement structurée à partir de la constitution du sujet, mais qui s'imagine qu'on peut outrepasser cette constitution du sujet en direction de quelque chose qui aurait une absoluité ou une universalité indubitable. Donc déjà, la philosophie critique organise et oriente la philosophie dans une critique de Platon. Ensuite, évidemment, les positivistes de toutes sortes, jusqu'à la philosophie analytique contemporaine, considèrent que Platon, c'est inadmissible parce que c'est dans une figure de réalisme ontologique. Ça suppose que nous puissions accéder, par des procédures particulières, à quelque chose comme le réel même de l'être tel qu'il figure, alors que tous ces courants disent qu'en réalité, il n'y a que des configurations formelles et langagières pour appréhender quoi que ce soit et le transporter dans l'ordre de la pensée, et que par conséquent, nous n'avons jamais rien qui puisse nous garantir, nous stabiliser dans le fait que nous sommes vraiment, comme dirait Kant, du côté de la chose en soi.
Or, Platon, évidemment, c'est l'affirmation que nous pouvons. Il ne dit pas que c'est facile, il ne dit pas que c'est constant, pas du tout, mais il dit nous pouvons. Cette possibilité nous est offerte. Alors, les courants vitalistes, de Nietzsche à Deleuze, considèrent que Platon, c'est d'une certaine manière une immobilisation néfaste des orientations de la pensée. Nietzsche, par exemple, déclare que Dieu merci, et largement grâce à lui, parce qu'il se considérait comme un personnage cassant en deux l'histoire du monde, avec une grandeur poétique formidable d'ailleurs, mais il considérait, c'est sa phrase, que l'Europe était enfin en train de guérir de la maladie Platon. Et donc, il disposait effectivement Platon comme une maladie. Et puis, évidemment, les existentialismes de toute nature considéraient que Platon figeait la dynamique créatrice de l'existence dans des figures ontologiques stabilisées et intemporelles. Les marxistes ont tous considéré que Platon était un philosophe qui méconnaissait complètement l'importance décisive du mouvement de l'histoire, c'est-à-dire qu'il installait la pensée dans l'immobilité d'un ordre social hiérarchisé et défini. Dans le dictionnaire de philosophie de l'URSS des années 50, à la rubrique Platon, on lisait Platon, deux points, idéologue des propriétaires d'esclaves. Là, son affaire, il était exécuté. On prenait beaucoup plus de précautions pour Aristote. Parce qu'Aristote, il s'était quand même occupé d'économie, et il avait vu qu'il y avait des classes, il avait fait une théorie de l'esclavage complètement réactionnaire, mais enfin, il s'était soucié de cette affaire-là. Il parlait de la monnaie, etc. Donc, Aristote, il y avait quelque chose qui était respecté par les marxistes. Mais Platon, non. Platon, idéologue des propriétaires d'esclaves. Heidegger lui-même considérait que, malgré tout, le début de l'oubli de l'être, c'est la théorie platonicienne des idées. Que c'est là que, d'une certaine façon, on bascule petit à petit dans le recouvrement de l'être même, dans la figure de l'étant. Et de sorte que les interprétations négatives de Platon fourmillaient. On peut dire que depuis de Kant à nos jours, l'antiplatonisme est une donnée convaincante et presque naturelle de l'histoire de la philosophie. Et de ce point de vue, ça me donnait envie, une envie d'enfant, de contredire tous les maîtres, enfin, et d'inventer une chose un peu nouvelle. Ça aurait été un platonisme révolutionnaire, un platonisme progressiste, un platonisme radical. Ça n'était pas sans ancêtre, parce qu'il faut se souvenir que pendant tout le XIXe siècle, dans le mouvement communiste de l'époque, dans le mouvement égalitaire, dans les communismes utopiques, etc., Platon était plutôt considéré comme appartenant au bon camp. Il était considéré comme ayant le premier proposé une vision, sinon de la société, du moins de son élite, de son sommet, de type rigoureusement communiste. En effet, dans la République, il faut bien reconnaître que la communauté des gardiens est une communauté qui doit en particulier s'abstenir de toute propriété privée. Elle doit se soucier exclusivement du bien public et elle doit vivre dans la sobriété, etc., etc., toutes caractéristiques que les communistes utopiques du XIXe siècle repéraient comme amenant Platon de leur côté. Mais enfin, ça, c'était un moment, c'était une exception, ce n'était pas en plus dans les interprétations détaillées de Platon. On peut dire que l'histoire de l'antiplatonisme recouvre largement les novations philosophiques, particulièrement au XXe siècle. Et alors, c'est pour ça aussi que je me disais, je ne vais pas faire une interprétation supplémentaire de Platon contre 10 interprétations glorieuses, installées, magnifiques, une interprétation de plus. Non, je vais faire un nouveau texte. Voilà. C'est ça qui m'a amené à l'idée que renforcer, recréer un Platon de type nouveau
Ça ne pouvait pas se contenter d'être une interprétation combattante, supplémentaire, etc. Il y en avait d'ailleurs quelques traces déjà, mais purement et simplement la proposition d'un nouveau texte de Platon, donc une traduction de Platon, qui remplirait les objectifs de sa réhabilitation intégrale dans les paramètres qui étaient les miens. Alors c'est ça qui a commandé les principes du passage de ma première traduction à ma seconde et de la seconde à la troisième, dans mon propre travail. Des principes qui n'étaient pas des principes de fidélité, d'exactitude, bien que je m'y soumettais absolument dans la première traduction, comme je vous l'ai dit. Et je voudrais donner un certain nombre de ces principes. Alors, le premier principe, c'était, au fond, de laisser de côté tout ce qui, dans la construction d'une traduction, relève de la science anthropologique ou historienne. C'est-à-dire de faire une traduction qui soit la traduction de ce qui, de Platon, a été effectivement actif et retenu dans l'élément de la philosophie. C'est-à-dire de le détacher d'une certaine façon de son contexte, tout en restant aussi près que possible de la version primitive, mais dans un impératif qui montrerait que ce qui est dit là ne doit pas être revu ou relativisé par trop de connotations contextuelles relevant finalement de l'interprétation ou de la connaissance de la société grecque du IVe siècle. Et donc, il y a eu un protocole d'épuration progressive de tout ce qui était une connotation culturelle affichée dans l'œuvre de Platon, il y en a tout de même beaucoup, même pas mal, avec la possibilité en permanence, non pas de la supprimer, mais de la remplacer par une autre. Je donne des exemples très simples. Lorsqu'il est question des tyrans, la critique de la tyrannie, bon, ce qu'était exactement un tyran dans la société grecque, on peut le savoir, ça a une fonction très particulière et très spécifique, mais enfin, on peut prendre des exemples plus rapprochés. On peut parler des tyrannies fascistes, et c'est d'autant plus actif que, comme vous le savez, Platon essaie de montrer que le désordre démocratique finit par engendrer la tyrannie, question à laquelle nous sommes exposés aujourd'hui, soit dit en passant, hein. Nous y sommes exposés aujourd'hui. Il avait bien raison. Un certain degré de décomposition démocratique, en effet, crée immédiatement la possibilité de la tyrannie. Mais l'intelligibilité de ce point est parfaitement claire si on se réfère aux années 30 ou même à la période contemporaine, et qu'on n'a pas besoin, en réalité, d'être dans la médiation de la compréhension de ce qu'était exactement la tyrannie au sens du mot tyran tel que l'emploie Platon. C'est un premier exemple. Un deuxième exemple, Platon propose un exemple mathématique. Cet exemple mathématique est donné dans la langue de la mathématique grecque, langue qui reste fondamentale mais qui s'est beaucoup transformée. Et au fond, il existe dans l'histoire des mathématiques des exemples bien plus convaincants de cela même que Platon entreprend de démontrer. Pourquoi en faire l'économie? Donc, on va remplacer l'exemple mathématique platonicien par un exemple contemporain, ajusté dans le texte, sans d'ailleurs des difficultés considérables. Ça se passe quasiment tout seul. Autre problème, quand vous regardez comment la théorie du rêve chez Platon, la théorie du rêve qui est très importante puisque dans justement la description de la tyrannie, et le tyran reçoit cette définition tout à fait remarquable, que c'est quelqu'un qui pratique en plein jour ce que nous ne pratiquons qu'en rêve. Voilà. Alors, une petite touche de psychanalyse ne fait pas de mal là. On peut l'y introduire quasiment en changeant très peu de mots du vocabulaire de Platon. Et ça a été donc le premier principe. Si quelque chose qui appartient pratiquement à la connaissance commune d'aujourd'hui, comme ce dont parlait Platon appartenait à la communauté de l'époque, peut être remplacé, ce que Platon, à quoi il se réfère, on va remplacer là, au fond,
la singularité anthropologique de la chose par sa continuité philosophique, sa continuité conceptuelle. On verra que les mêmes concepts qui sont proposés sont aptes à se saisir de cette expérience commune à tout le monde sans avoir à remonter ou à relativiser la chose du point de vue de l'histoire. Voilà. Alors ça, c'était le premier principe. Le deuxième principe, apparenté, mais pas totalement identique, a consisté à, une fois ce nettoyage anthropologique fait, à examiner de très près le noyau philosophique de manière à l'exhausser un tout petit peu, de façon à en faire apparaître justement le rapport effectif au contexte. Alors ça, c'est un travail qui m'a passionné. C'est-à-dire, au fond, comment s'oriente-t-on de ce point de vue vers l'essence d'un texte philosophique, au sens où, d'une certaine façon, on essaie de dénuder, comme on dénude un fil électrique, sa singularité philosophique en tant que telle. Et à ce moment-là, vous faites marcher le premier principe comme un plan d'épreuve. Et réellement philosophique au sens qui nous intéresse, c'est-à-dire au sens de la construction de concepts que nous pouvons encore manier et retenir, tout ce qui, justement, supporte un certain type de désanthropologisation, c'est-à-dire peut être dérelativisé de façon effective, c'est-à-dire peut supporter des modifications du contexte telles que le concept en ressort avec une vivacité d'autant plus forte qu'il a supporté, justement, cette épreuve. Et donc, vous voyez, c'était à la fois un processus de dépouillement et de mise en évidence. Alors, bon, quand vous lirez, vous verrez très bien que ça se distribue un peu partout, tout ça. Mais ce sont les principes qui me faisaient passer de ma première traduction à ma seconde ou à ma troisième. Après, il y a eu aussi l'idée de prendre au sérieux le caractère théâtral de la forme générale. La République, c'est un immense dialogue. C'est un immense dialogue. Et là encore, je prends au sérieux que ce soit un dialogue, et je le prends plus au sérieux que Platon lui-même. Voilà. Et que Platon, il y a des passages qui sont de vrais dialogues, qui ont d'ailleurs été très souvent mis en scène. C'est le cas en particulier de tout le premier livre dans l'organisation de la République de Platon, c'est-à-dire la discussion avec le sophiste. C'est du théâtre, vraiment, c'est du théâtre. Mais il y a d'autres moments où le théâtre devient purement formel, il faut bien dire. C'est-à-dire que les deux jeunes qui sont là, ils deviennent des bini-oui-oui. C'est-à-dire, ils disent « Ah, Socrate parle interminablement », et ils disent « Ah oui, ça c'est bien. Hein, oui, ça, j'y avais déjà pensé, enfin, j'étais d'accord déjà, etc. » Et pendant des pages et des pages. Et donc, il y a des moments théâtraux, puis il y a des moments où le théâtre tombe en inertie, parce qu'en réalité, on a affaire à la nécessité, aux yeux de Platon, de grandes tirades explicatives qui n'ont plus de valeur théâtrale à proprement parler. Alors je me suis dit qu'il fallait relever le théâtre. Pas du tout, parce qu'il fallait relever le théâtre, et c'est ce que j'ai fait par des procédés multiples qui consistent à distribuer une partie des répliques évidentes à d'autres qu'à Socrate, resserrer le texte de temps en temps, ou couper certains longs développements en fragments, tout en respectant le mouvement général. C'est ce qu'on appelait la relève du théâtre dans cette République de Platon. Et puis, à part ça, que je ne détaille pas, il y a eu deux opérations sur le fond. Alors celles-là, évidemment, elles sont beaucoup plus risquées. Elles sont beaucoup plus risquées, et de nombreux spécialistes de Platon m'ont dit que je n'avais pas le droit là, de faire ça. La première opération, ça a été celle que j'appelle l'universalisation. En réalité, la République est un traité éducatif destiné à l'apparition d'une élite communiste dirigeante. C'est exactement ça. Les gardiens, c'est une élite communiste dirigeante. Le reste de la population, Platon n'en parle pratiquement pas.
Ça a l'avantage qu'il n'en dit pas des horreurs. Mais c'est embêtant quand même. C'est un traité éducatif néo-stalinien, archéo-stalinien. C'est-à-dire, c'est quand même l'idée que si on a une élite formée, etc., ça marchera. Il faut noter qu'il est déjà tout à fait en garde, Platon, contre la dimension très facilement corrompue de ce type d'élite. Même la question de la corruption est absolument présente. Elle est constamment présente, et si on regarde la manière dont se succèdent les régimes politiques, le régime militaire, puis le régime oligarchique, puis le régime démocratique, puis la tyrannie, puis finalement la bonne politique qui devrait arriver là, mais qui est bonne, on voit que c'est toujours par des processus de corruption matérielle et mentale que l'on passe d'une figure politique à une autre. Une instruction très, très, très importante, d'autant qu'il entre dans la psychologie du corrompu. Il montre comment, dans chaque figure politique, quel est le type de corruption, et il distingue très bien le fait que la corruption du tyran, la corruption tyrannique, ce n'est pas la même chose du tout que la corruption démocratique. Ça n'a rien à voir. Mais les effets négatifs sont, dans les deux cas, absolument perceptibles, tout en étant différents. Alors, moi, je me suis livré à l'opération suivante. J'ai tout ce que Platon dit qui concerne la formation de l'élite communiste, j'ai déclaré que ça valait pour tout le monde. Alors ça, c'est une épreuve textuelle, parce que vous décidez ça. Oui, mais alors phrase par phrase, quand Platon parle de ça, on voit quand même que c'est d'une élite qui parle. Et donc il faut transformer le texte, un tout petit peu. Oui, alors j'ai dit, d'accord, là on le transforme, et j'expliquerai que je le fais. À ma grande surprise, il ne faut pas le transformer tellement que ça. On pourrait imaginer que c'est une bascule complète, que ce qui est la théorie d'une minorité dirigeante devienne la loi universelle pour la population tout entière. On pourrait dire que c'est une bascule formidable. Eh bien, pas tant que ça. Le nombre de phrases réellement transformées est finalement très limité, et c'est par petites retouches, par-ci, par-là, comme ça, qu'on peut produire ce basculement, avec une ou deux scansions socratiques un peu fortes, ou quelques, si je puis dire, quelques moments où il dit quelques-uns, et où c'est remplacé par pour tous. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire, le texte supporte, à mon avis, cette métamorphose. Et donc, nous allons avoir, là où on a tout prétendu qu'il s'agissait de la théorie du roi philosophe, personnage qui n'existe pas dans la République. Il n'y a pas de roi philosophe dans la République. Ça n'est à aucun moment mentionné. C'est un personnage qui a été devenu le plus célèbre personnage de Platon, mais qui dans la République est absent. Il y a la communauté... Hein? Encore un effet d'hypertraduction. Non, ce n'est pas un effet d'hypertraduction, l'expression n'y est pas. Il métaphorise le fait que le pouvoir doit appartenir aux philosophes, mais il ne dit pas aux philosophes au singulier, il dit philosophes au pluriel. Et il n'y a pas de roi philosophe dans la République. Et donc, ça n'empêche pas que de temps en temps, il dit quelques-uns. C'est-à-dire, il désigne en réalité une aristocratie dirigeante, communisée, et formée par la philosophie. Pas seulement d'ailleurs, parce que les malheureux dirigeants, ils doivent faire 10 années de géométrie dans l'espace. Ça, si on pourrait proposer ça aux candidats actuels, pour nous laisser respirer pendant un moment. Vous avez 10 années de géométrie dans l'espace. Surtout que là, géométrie dans l'espace, on ne le dirait pas comme ça aujourd'hui, on dirait 10 années de géométrie algébrique. C'est-à-dire la forme la plus raffinée des mathématiques contemporaines. Donc ça, c'est la première opération. La deuxième est plus limitée, elle est plus lexicale. C'est la traduction de deux mots, ousia d'un côté et agathoidea de l'autre. Il y a l'idée du bien. Alors là, évidemment, ce sont deux concepts fondamentaux. Et leur modification doit avoir des raisons profondes. Alors, ousia est généralement traduit par essence, qui, à mon avis, lui donne une espèce de coloration aristotélicienne exagérée.
Et qu'est-ce que c'est ousia? L'ousia de quelque chose, qu'est-ce que c'est? C'est cette part de la chose qui, effectivement, est appréhendable par la pensée. C'est-à-dire, c'est ce que la pensée peut penser de quelque chose et qui n'est pas réductible à l'ensemble de ce que nos rapports à une chose. Une chose, on peut la voir, on peut la toucher, etc. Mais lorsque on est dans la pensée, alors il y a quelque chose de cette chose qui est l'ousia, c'est-à-dire... Alors, j'ai traduit ousia par ce qui, de l'être, s'expose à la pensée. Alors, évidemment, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long, mais je pense que ça dit ce que c'est. Ça dit ce que c'est, ce qui, de l'être, s'expose à la pensée. Ça, c'est pour ousia. Alors, pour l'idée du bien. Alors, l'idée du bien, le concept qui a entraîné le plus de gloses, de commentaires, surtout qu'il n'en parle pratiquement en fait qu'une seule fois dans un passage de la République. Il fait toujours ça, Platon. C'est un malin. C'est un malin, Platon. D'abord, il fait du théâtre, alors on ne sait pas qui parle exactement. On ne sait pas qui est Platon, il n'est jamais là. C'est Socrate peut-être, ou quelqu'un d'autre. Et puis d'autre part, il change, il décale généralement les choses de livre en livre. Il décale le problème central et le déplaçant, et le déplace. Et donc, c'est un malin. Mais l'idée du bien, alors vous savez qu'il y a eu une interprétation théologique, l'idée du bien comme la grande transcendance qui règle finalement toutes choses. Il y a eu des interprétations plus positivistes, il y a eu toutes sortes d'interprétations. Moi, ce que je pense, c'est que l'idée du bien, c'est en réalité ce qui fait que l'idée est idée. C'est-à-dire, c'est un peu comme pour... c'est l'ousia de l'idée, en fait, l'idée du bien. C'est-à-dire, c'est ce par quoi... C'est l'idéalité de l'idée, ou c'est le fait que la pensée est de la pensée et pas autre chose. Et c'est pour ça que Platon a cette phrase très connue et qui a donné lieu à des commentaires gigantesques, à savoir que l'idée du bien n'est pas une idée, justement. Ça, c'est dit, l'idée du bien n'est pas une idée, dit-il, mais elle dépasse de beaucoup l'idée en prestige et en puissance. Et alors, effectivement, on peut le comprendre dans une dialectique, à mon avis, tout à fait fidèle à Platon, comme étant le principe idéal de l'idée. C'est-à-dire, en effet, l'ousia de l'idée. C'est-à-dire, l'idée s'expose à la pensée en tant qu'idée, justement. Et le fait qu'elle s'expose en tant qu'idée, c'est ça qui est nommé, finalement, l'idée du bien. Alors, bien me gênait. Bien me gênait parce que bien a pris une connotation basculée du côté de la morale de façon presque nécessaire. Et donc, je me suis dit, bon, l'idéalité de l'idée, en fin de compte, c'est la vérité de l'ousia. Et donc, j'ai traduit par idée du vrai. J'ai traduit par idée du vrai qui me paraît, de façon contemporaine, adéquat à la représentation de ce que Platon entend par idée. Et quelquefois, je le traduis même par vérité tout court. D'abord parce que c'est mon jargon à moi. Il faut quand même se servir au passage. Ça. Et puis parce que, au fond, c'est ça que selon moi, ça veut dire. Ça, c'était les deux transformations proprement lexicales les plus importantes. Voilà. Alors, je vais conclure maintenant. Ça donne un texte qui a plusieurs caractéristiques. D'abord, effectivement, il est très théâtralisé, au point même que j'ai réalisé une version entièrement théâtrale, une deuxième version, alors l'ultime version de tout ce travail, qui est entièrement une pièce de théâtre, qui peut être jouée. On peut jouer La République maintenant entièrement, et avec une dynamique théâtrale véritable. Ça a été expérimenté à Avignon une année, où on a joué le début, mais dans une version nouvelle, qui était un très grand succès. Et en plus, j'ai pu voir qu'en effet, les gens, n'importe qui, suivaient ça avec passion. Donc ça fonctionnait, ça fonctionnait. C'était un plan d'épreuve.
malgré tout réel. Il y avait l'agora, des gens qui écoutaient passionnément la République de Platon dans cette version-là. Et puis ça a donné aussi un texte qui donc est maintenant devenu une espèce de circulation internationale dans la multiplicité des langues. Et je pense que c'est parce que ce texte est tout à fait tendu de façon à ce qu'il soit approprié à son contenu universel, ou disons à la partie universelle de son contenu. C'est un texte extirpé du miracle grec. C'est un texte rendu finalement au monde d'aujourd'hui. Plus dans la figure d'une spécialité académique, dans la figure de l'hellénisme, etc., mais pour montrer que nous sommes en un certain sens, nous sommes contemporains de Platon, ou Platon est notre contemporain. Simplement, le texte est le texte de cette contemporanéité. Dans peut-être un siècle, il faudra en faire un autre, ou même peut-être dans 20 ans, j'en sais rien. C'est pas grave, mais c'est un texte rendu à sa contemporanéité du point de vue de ce qu'il contient d'universel. Et puis là, je vais entrer dans des déclarations orgueilleuses. Et je me dis quelquefois que tout ça se passe parce que je ne l'ai pas vraiment traduit en français, mais je l'ai traduit en vérité. Voilà. En vérité, alors vous direz, c'est quelle langue ça? Ben, en vérité, en français. Voilà. Mais non, puisque maintenant, c'est en chinois, etc. Et ça, je pense que le statut international est venu de là. Il est venu de ce que ce Platon, en tant qu'il est restitué à être le noyau universel, philosophiquement universel de sa propre œuvre, il est rendu à son être paradoxalement intemporel, précisément parce que je l'ai temporalisé, vous voyez. Tandis que tant qu'il n'était pas temporalisé, c'est-à-dire rendu contemporain, il était un grec. Alors, je l'ai laissé grec par beaucoup de points, qui sont les connotations quand même lexicales, etc. Mais en définitive, je l'ai rendu à ceci qui a une singularité Platon, qui peut fonctionner dans le monde contemporain. C'est-à-dire c'est le Platon en tant qu'il est le Platon des vérités. Et c'est pas parce qu'il est le Platon de Badiou, le Platon français, etc. Ça fonctionne parce que c'est resserré et dilaté en même temps autour de ce que Platon a voulu dire quant à l'universalité ou à l'absoluité possible des vérités, de façon transversale en réalité à la temporalité historique elle-même. Alors, je terminerai par une formule qui figure quelque part dans la merveilleuse exposition sur la traduction. Et je pense que pour le temps qui s'ouvre, ce texte s'imposera, au fond, comme il s'impose d'ailleurs, il s'imposera parce que c'est un texte qui est pour nous. Et qu'en ce sens, pour nous au sens large, pour nous les humains d'aujourd'hui, voilà. Y compris les Chinois, les Polonais, les Portugais, les Sud-Africains, etc. C'est un Platon qui est pour nous. Et de ce point de vue-là, ce que j'en ai traduit, si on l'examine sous cet angle-là, ben ce que j'en ai traduit est plus vrai que l'original. Voilà. Merci. Merci. On va ouvrir la discussion. Moi, j'ai une question, en fait. Qu'est-ce que c'est le sens plus vrai que l'original, le sens de République?
mot république. Oui, république, c'est quoi? Oui, alors, en plus vrai. Ça, république, c'est la traduction latine. C'est la traduction latine, c'est res publica. Et en réalité, probablement le mot le plus techniquement exact, ce serait la Constitution, peut-être. Peut-être qu'on pourrait dire aussi, j'avais pensé à ce titre, peut-être qu'on pourrait dire quelque chose autour de l'essence de la politique, quelque chose comme ça. Pas le politique, mais l'essence de la politique. Là, j'ai gardé République en le mettant entre guillemets, puisque c'est un livre, ça se présente Alain Badiou, La République de Platon. Donc on ne sait pas de qui est le livre, en fait. On ne sait pas exactement de qui est le livre. Alors, évidemment, je me suis abrité derrière Platon, assez largement, mais en fin de compte, je pense que République, c'est un mot sur lequel aussi on devrait faire une glose assez sophistiquée, parce que ça va depuis quelque chose qui tendrait vers le livre futur, à savoir les lois, sauf que, expressément, dans la République, il n'est pas question de loi. Et même, il y a une polémique latente contre les lois. C'est-à-dire, normalement, ce sont les subjectivités qui doivent, enfin, les citoyens, les gardiens, etc., ce sont ceux-là qui doivent incarner la politique, et ils l'incarnent sans loi, précisément. Et il y a un principe de confiance dans la possibilité éducative de former le corps politique, c'est-à-dire, à mes yeux, tout le monde. Pour Platon, le corps politique, je vous l'ai dit, une oligarchie éclairée. Il y a une confiance, et cette confiance est atteinte dans les lois. C'est-à-dire, je pense que les lois sont un livre mélancolique dans lequel Platon prend la mesure de ce que ça ne se passe pas exactement comme ça, et qu'il faut corseter, c'est-à-dire l'invention politique, par un système législatif qui, dans les lois, est souvent très tatillon, qui entre dans de considérables détails. Mais dans la République, ce n'est pas comme ça. La République, il y a les principes généraux, et les principes généraux doivent valoir. Il n'y a qu'un passage, enfin, il faut que je m'explique dessus, il n'y a qu'un passage que je ne tolérais pas, c'est-à-dire le passage sur la sélection, sur l'eugénisme. Voilà. Sur l'eugénisme, parce que sa conception oligarchique de la minorité communiste dirigeante l'a évidemment amené au problème de comment on la sélectionne. Et alors il y a manifestement deux protocoles pour lui, un protocole éducatif, c'est-à-dire finalement c'est les bons élèves, voilà. Et puis malgré tout, on sent qu'il veut que ça soit corrélé à quelque chose de naturel, et que pour ça il introduit une sélection eugénique, au sens où c'est le pouvoir qui décide qui se marie avec qui. Voilà. Dans l'espoir que si on marie deux bons, on fera des bons. Bon, de suite, c'est hasardeux. C'est hasardeux. En tout cas, tout ce passage-là, je l'ai supprimé. Je l'ai supprimé et je considère que sa suppression n'altère en rien la signification générale de la République de Platon. Ça, parce qu'en réalité, non mais je le dis sérieusement, ça ne se déduit de rien. Ça n'est pas du tout conforme au système général des principes par ailleurs évoqués. Ça arrive comme ça, parce qu'il n'y a justement aucune théorie de l'hérédité. Donc c'est absurde. C'est absurde. C'est une enclave. C'est une enclave réactive, comme il y en a dans beaucoup d'œuvres philosophiques. Ça, c'est un élément que j'appellerais anthropologique. C'est une conviction de filiation qui relève de l'anthropologie. Elle ne relève pas. C'est une superstition. C'est une superstition biologique de l'époque. Que les fils des gens qui sont bien sont bien. Et ça, c'est un tracé
qui n'a aucune espèce de corrélation avec le reste, à savoir l'essence de la politique, l'idée du bien, la formation communiste des élites, etc. Donc je l'ai enlevé. De même, oui, il y a un autre principe fondamental sur lequel je reviens parce que je suis amené par ta question. J'ai aussi, sur la question des femmes, je voudrais dire ici que Platon est un féministe, un des très rares de l'époque. Parce que c'est quelqu'un qui, pressé par ses disciples sur ce point, et prenant des tas de précautions de langage pour dire ce que je vais vous dire, c'était effrayant, ça va dresser tout le monde contre moi, etc., finit par leur dire, oui, les femmes peuvent être gardiens. Donc les femmes sont admises expressément dans la République, dans la composition de l'oligarchie dirigeante. Et ça, je regrette, mais là aussi, cet élément est un élément qui, pris dans l'époque, est un élément radicalement novateur, et qui ne sera repris d'ailleurs à grande échelle que bien plus tard par saint Paul. Donc il y a un féminisme de Platon, un féminisme d'époque, naturellement. Hein. Il ne va pas réclamer... mais il dit, voilà, et les autres lui disent, oui, mais quand même, elles ne vont pas se mettre à poil dans les exercices de gymnastique, parce qu'on discute comme ça aussi dans la République, Platon. Il dit, si l'exercice demande absolument qu'on soit dû, elles se mettront dues, c'est tout. Voilà. Je regrette ça, Socrate ne le dit qu'en sachant que c'est totalement subversif, transgressif, et qu'on va en parler... on va dire beaucoup de mal de lui parce qu'il aura dit ça. D'ailleurs, les petits jeunes lui disent. Alors, voyant ça, je me suis dit, pourquoi les deux interlocuteurs de Socrate sont tous les deux des garçons, Adimante et Glaucon? Et j'en ai transformé un des deux en une jeune fille, que j'ai appelée Amanta. Voilà. Et Amanta, du coup, décline une théâtralisation un peu plus serrée, parce que, contrairement à Glaucon, qui, dans l'ensemble, essaie d'être le meilleur élève du maître, ça c'est dans Platon, hein, il essaie d'être le meilleur élève du maître, Amanta, elle proteste souvent. C'est-à-dire, je lui ai fait parler un grand nombre des objections que, dans le texte, Socrate, quelquefois, se fait à lui-même avec modération. Hein. Elle est un tout petit peu plus incisive. Elle lui dit quelquefois, je nous raconte, là, ça ne tient pas debout, etc. Explique-toi vraiment. Et elle est donc un peu dans la définition hegélienne de la femme, à savoir, elle est un peu l'ironie de la communauté, en l'occurrence la communauté très restreinte, composée de Socrate, de Glaucon et d'elle, pour l'essentiel de la République. Et j'ai constaté que cette féminisation d'un des interlocuteurs, devenue une interlocutrice, et l'élan que ça m'a donné pour construire ce personnage à partir de Adimante, donc à partir du personnage masculin de Socrate, était aussi un élément de vivification et de soutien, y compris dans la particularité et les élans successifs du texte de Socrate. Un exemple typique, c'est que c'est sur les poètes. Parce qu'au fond, je me suis dit, voilà, elle va grosso modo renacler devant la théorie du bannissement des poètes. Bon, les femmes et la poésie, ça a une relation constitutive. Elle va lui dire que cette histoire d'être contre les poètes, c'est une histoire de vieille barbe dogmatique. Enfin, elle ne le dit pas comme ça, mais presque. Et donc, elle va éclairer véritablement les argumentations successives de Socrate dans la direction du conflit entre philosophie et poésie, sans qu'on ait à changer vraiment le texte. C'est-à-dire qu'au fond, on sent qu'on met en évidence quelque chose qui, quand on lit bien le texte, est évident, c'est que là, Socrate, c'est-à-dire Platon, parle en partie contre lui-même. Et d'ailleurs, il finit par le dire. Il finit par dire, oui, nous aimons la poésie. Voilà. Et ça, c'est l'aveu que, dans ma version, lui extorque Amanta. Je ne sais pas si nous avons le temps pour quelques questions. Oui. Une petite question, oui. S'il vous plaît. Bonsoir. Une
deux questions, s'il vous plaît, ou une et le revers de l'autre. Étant donné que vous avez traduit Platon, la République de Platon, en vérité, dans le langage de la vérité, pourquoi vous n'avez pas revendiqué la traduction en vérité? Pourquoi vous n'avez pas revendiqué contre l'unanimité, une certaine unanimité autour d'une conception de la traduction? La deuxième question, enfin l'autre revers de la même question, vous avez dit que le noyau rudimentaire de votre traduction, le primitif, que vous avez, puis le deuxième, puis le troisième, etc., etc. Qu'est-ce qu'il reste dans les langues, les autres langues choisies? Ça m'a rappelé, je ne sais pas pourquoi, le texte de Renan sur Averroès, 1852. Il disait, quand il parlait des traductions arabes, il disait ce texte grec traduit dans l'aramien, traduit dans ceci, l'arabe, puis le latin, le texte essentiel, le texte d'Aristote, s'est évaporé. Qu'est-ce qu'il en reste encore? Donc, entre ce choix de Renan, la science du 19e siècle, et une conception de Jahid du premier siècle de l'Hégire, où il disait, après avoir parlé de textes d'Aristote, il disait « Mais quelle beauté! Sur quelle autre beauté pourrait-il être dans sa langue ?» Donc, dans ce texte, dans cette conception, à un moment donné que vous avez côtoyé, c'est le Renan à ce moment-là, je me suis dit pourquoi, au lieu de s'approprier, de revendiquer cette plus vrai que le vrai, vous avez cédé en quelque sorte pour l'unanimité de c'est l'hyper-traduction, ce n'est pas la traduction, c'est ma version de la traduction. Oui, non, mais moi j'ai appelé ça une hyper-traduction pendant un moment, et c'est tout à fait exact. En réalité, vu d'aujourd'hui, dans les faits, je ne reprendrai pas ce mot-là. Je dirais que je reprendrai le vieux mot. Je dirais que j'ai traduit la République de Platon. Vous avez raison de ce point de vue-là. Je dirais que je l'ai traduit, mais en supposant alors à ce moment-là que le verbe traduire prend une signification en quelque sorte qualitativement plus intense que sa signification habituelle, qui est le transit d'une langue à une autre. Parce que là, c'est le transit d'une langue à une autre, mais d'une certaine façon, c'est aussi le transit d'une langue à une autre, véhiculant par exemple le transit d'une époque historique à une autre, à travers la langue, mais de façon explicite. C'est aussi le transit d'une couche anthropologique datée dans la contemporanéité, et ainsi de suite. Mais j'accepterai pour ma part que traduire comporte toutes ces opérations. C'est pour ça que je les ai expliquées et détaillées. Alors, il y a une chose aussi que je voudrais souligner. Ce qu'on voit quand on fait ce travail, c'est l'extraordinaire ductilité de l'écriture de Platon. C'est-à-dire le fait que c'est une polyphonie, vraiment. Ça brasse de façon extrêmement souple des styles extraordinairement différents. Si vous prenez par exemple le grand mythe final de R. le Pamphilien, on est dans une espèce de lyrisme de poème en prose, en réalité, tout à fait différent de ce qu'on voit dans les discussions sur le caractère paradigmatique des mathématiques ou des choses de cet ordre. Et la théâtralité également, je l'ai dit, est très, très mouvante, très, très, très inégale. Et je pense que restituer cette différence de style suppose aussi qu'on la contextualise autrement. Sinon, elle apparaît simplement le reflet de la disposition d'un certain nombre de genres dans la littérature grecque. Et je voulais éviter cet aspect des choses. Parce que il est possible de discerner, alors ça évidemment là c'est s'exposer à crédit, mais je maintiens que quand on fait ce travail, on discerne
dans l'écriture de Platon lui-même des virtualités qu'il faut rendre explicites, plus qu'il ne le fait lui-même, parce qu'il n'a pas besoin de les rendre explicites, mais qu'on ne remarquerait pas si on ne les transformait pas un tout petit peu. Des virtualités théâtrales, poétiques, mais aussi des virtualités dans la figure du raisonnement en tant que tel. J'ai durci aussi les argumentations pour qu'elles soient plus visibles. Voilà. Et bon, la dernière remarque que je voudrais faire, c'est que, au fond, je me demande si traduction ne requiert pas des appropriations diversifiées selon les genres d'écriture. C'est-à-dire que traduire de la poésie ou traduire de la philosophie ou traduire du théâtre, ce n'est pas exactement les mêmes exercices. Ce n'est pas exactement les mêmes exercices parce qu'une écriture, c'est un régime d'intensité. Ce n'est pas simplement du sens ou c'est des régimes d'intensité. Alors, la prise en compte de ces régimes d'intensité, chez Platon, elle est tout à fait essentielle, parce que lui, c'est vraiment un écrivain. C'est un grand écrivain, et la question du régime d'intensité du texte est tout à fait essentielle. Or ça, comment on peut traduire un régime d'intensité? Comment on peut montrer que, pour une raison fondamentale que seule la philosophie éclaire, là, tout d'un coup, Socrate parle presque comme un prophète, alors qu'à d'autres moments, il argumente de façon teigneuse comme un sophiste. Il faut le montrer dans le texte. Non, mais je veux dire, sur cette question, j'ai aussi voulu rendre visible le caractère lui-même teigneux et de mauvaise foi très fréquent chez Socrate. C'est un sophiste remarquable. C'est un sophiste remarquable, il faut dire ce qui est. Et c'est d'autant plus un sophiste que son but est politique. C'est-à-dire son but n'est pas vraiment de réfuter le sophiste. Ce n'est pas vrai. Quand on regarde de près la théâtralité, son but est de le réduire au silence, de l'empêcher de parler. C'est-à-dire de l'acculer jusqu'au moment où en fait, on a envie de se mettre à sa place, de dire, il y a encore un argument là, tu ne l'as pas sorti. Mais non, donc c'est un corps à corps. Et dans ce corps à corps, il y a un peu tous les coups sont permis. Et ça, je n'ai pas voulu flatter Socrate de ce point de vue-là. Il y a des moments où une symétrie s'instaure avec le sophiste et où tout d'un coup, Socrate sort des arguments vraiment comme on sort un crapaud d'un chapeau. Ça, c'est clair. Mais bon, il remporte une victoire. Mais c'est une victoire équivoque. C'est une victoire théâtrale. Monsieur Badiou, j'ai une question. Moi, j'ai été saisi ce soir par le terme élitiste. On est dans une campagne présidentielle où le terme revient. Aux États-Unis, la campagne s'est faite aussi sur ce terme-là de l'élite. Et là, j'ai l'impression que ce livre, le résultat de ce travail, c'est, pour moi, il y a un but politique. J'ai l'impression que les candidats à la présidentielle ne cherchent même plus à avoir de propositions politiques. Et là, avec ce livre, je sens qu'il y a une proposition politique avec un renversement absolument incroyable autour de cette république des élites, où on prend effectivement le plus digne d'être choisi, c'est celui qui fait partie de l'élite. On passe donc d'une république élitiste à une république à ceux qui choisiraient peut-être le meilleur d'eux-mêmes. Et donc je voulais vous interroger là-dessus et sur finalement quelle est la proposition politique, parce que là je crois qu'il y a vraiment une proposition politique, et de nous en parler un petit peu plus concrètement par rapport aussi, on entend parler souvent de la société de la connaissance, y compris l'économie de la connaissance. Je voulais vous interroger là-dessus aussi, vous faire réagir sur ce terme de société de connaissance. Est-ce qu'on n'arrive pas à un moment de notre histoire où peut-être on a l'occasion, on a une opportunité de passer à cette société de connaissance, ou plutôt à cette république où
l'élitisme est universalisé, il est élargi. Oui, c'est sûr que quand on prend comme mesure de l'élection présidentielle la République de Platon, il y a la disproportion tangible. D'ailleurs, vous savez, juste sur ce point en passant, il y a la description que Platon fait des différentes politiques est extraordinaire. Elle est extraordinaire d'actualité, à vrai dire. Elle est extraordinaire d'actualité. Parce que, comme je l'ai dit dès le début, il décrit parfaitement ce que sont les différentes formes de corruption. Et pas seulement la corruption au sens des... Enfin, au sens des faux travaux, costumes 3 pièces... mais la corruption dont cette corruption-là est en quelque manière la surface visible, mais la corruption de la relation à la politique elle-même, voilà, la corruption de la conception de la politique. Et ça, c'est vraiment, ça mérite d'être relu, parce que pour chaque politique, il fait le portrait du personnage représentatif de cette politique. Et il montre comment le personnage représentatif de cette politique est exposé dans chaque contexte à des figures de corruption différentes, et comment ces corruptions différentes amènent finalement au naufrage du système politique lui-même. On voit des choses comme ça aujourd'hui. Alors ça, mais par ailleurs, je pense absolument que Platon, et surtout Platon tel que je l'ai vu, c'est quelqu'un qui est convaincu qu'il faut que le système de connaissance, de capacité interprétative, de pensée, alors dans ma version de tout le monde, constitue une sorte de condition sine qua non d'une politique juste. Et autrement dit, c'est une question d'égalité, mais d'égalité en un sens profond. C'est-à-dire, l'idéal, c'est une égalité dans l'exercice de la décision. Ce n'est pas seulement une égalité de statut, de régime, effectivement. Alors là, il n'y a pas de problème pour Platon. Les dirigeants, ils n'ont rien du tout. Mais c'est plus profondément l'idée qu'il faut... La politique, à un moment donné, si ce n'est pas celle dont la communauté... la collectivité est capable, ça n'est rien du tout. C'est une forme de corruption, inévitablement. Et donc, c'est vrai que l'éducation, mais en un sens très transformé par rapport à sa banalité ordinaire, c'est-à-dire que l'éducation est pour lui la clé de tout. Elle est la clé de tout. Et donc, en vérité, ce qu'il propose, à mon sens, c'est prendre un mot un peu maudit, mais c'est une révolution culturelle. C'est une révolution culturelle. C'est-à-dire, la transformation fondamentale, c'est la transformation du mode sur lequel la totalité des sujets humains parviennent à partager une pensée, à la partager, à la discuter, etc. Mais comment est-ce possible? Et lui, la République, c'est très largement un programme éducatif aussi, faut voir. C'est un programme éducatif, évidemment, avec le fait que lui, le réserve, pense que ça n'est possible que pour une minorité éclairée. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que cette idée que historiquement, à échelle de grande ampleur, l'égalité en son sens le plus fondamental, c'est-à-dire l'égalité du rapport au pensable, et par conséquent le partage de ce qui peut exister d'universel, c'est la condition de la politique. Et donc, c'est une orientation possible. C'est-à-dire que si on se demande où on en est aujourd'hui sur la politique, on dira qu'on est, moi c'est ma conviction, on est au petit commencement de quelque chose. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe, etc., c'est de la corruption, en un sens beaucoup plus large que les corruptions particulières de tel ou tel individu. Parce que on a affaire à des gens pour qui, évidemment, l'espace de la question du pouvoir est la question majeure.
Or, ce qui est très important chez Platon, c'est que ce n'est pas du tout la question du pouvoir. Il dit même qu'un principe de sélection des dirigeants, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être au pouvoir. C'est un critère fondamental pour lui. Ceux qui vont au pouvoir parce qu'ils en ont envie, allez, de côté. Vous devez d'abord prouver que le pouvoir, vous avez beaucoup d'autres choses à faire qu'au fond, finalement, contempler des œuvres d'art, lire des bons livres, faire des mathématiques ou même de la course à pied, c'est beaucoup plus intéressant que le pouvoir. Et donc, c'est les gens qui sont absolument désintéressés à cet égard qui doivent être choisis. Et donc, c'est une logique générale du désintéressement. C'est ça le point qui éclaire un peu, à mon avis, tout Platon. C'est-à-dire comment faire pour que le moteur de ce qui existe ne soit pas l'intérêt, mais une forme spécifique de désintéressement qui consiste à être désintéressé au sens où on s'intéresse à tous les autres. C'est ça, Platon. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il serait d'accord avec toi, en vérité, dès qu'il s'agirait de la question des langues. Ça, c'est certain. Parce que faire un obstacle où des langues, ne pas se situer là où l'interlangue permet justement ce plan d'épreuve d'une intellection universalisable, serait à ses yeux tout à fait... Et d'ailleurs, il était convaincu que le salut viendrait de l'étranger. Un peu comme on peut penser aujourd'hui qu'après tout, c'est dans une expérience effective de confrontation avec les réfugiés de tous bords, les gens venus d'ailleurs, etc., que se cimente quelque chose de réellement novateur et pas dans le fait de cuire dans son jus, franchement. Surtout quand le jus est si dégoûtant. C'est vrai. Et il y a chez Platon, les jeunes, lui, parce que les jeunes lui mènent la vie dure, alors surtout quand il y a Amanta en plus. Et alors, ils lui disent, bon, mais ce que tu nous racontes là, c'est merveilleux, c'est formidable. Mais alors, ils lui font l'objection que tout le monde pourrait faire ici, d'ailleurs. Oui, mais comment faire, hein? Que faire, hein? Tout ça, c'est bien joli, mais que faire? Alors, il fait comme souvent, il répond un peu en tangente, comme ça. Et il leur dit aux petits jeunes, ah oui, c'est vrai, il y a de bonnes chances que ça se passe plutôt d'abord à l'étranger que chez nous, il dit. Ce qui n'est pas encourageant en tant que tel. Mais enfin, ça lui permet d'esquiver la question. Il veut dire, chez nous, c'est très corrompu, mais peut-être qu'ailleurs, ça l'est moins, quoi. Et ça, c'est la première chose qu'il dit. Et puis, mais la seconde, qui est la plus importante, il leur dit, mais même si c'est impossible, ça doit être votre maxime. Et ça, je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire, l'argument de possibilité est un argument constamment utilisé par les maîtres. Et je soutiens toujours que la question clé de la politique, c'est qui décide de ce qui est possible ou impossible à la fin des fins. La thèse de Platon, c'est je vais vous enseigner à décider, vous, de ce qui est possible ou impossible, pas ceux d'en haut. Et ça, c'est très contemporain. C'est très contemporain parce qu'effectivement, c'est vrai, on peut toujours dire qu'une vision ample, radicale, communiste, démocratique au sens absolu, c'est impossible. Mais Platon rappellera, c'est la fin du livre 9, dans son découpage à lui, qui n'est pas mon mieux, parce que j'ai refait le découpage aussi. Enfin, non, mais les livres, le découpage en livres, c'est uniquement lié aux nécessités des libraires alexandrins. Ça n'a aucun sens, ça coupe des discussions en plein milieu. Moi, j'ai fait des ensembles cohérents, quand même. Pas obligé de suivre encore aujourd'hui les libraires alexandrins, quand même. Paix à leurs âmes, franchement. Voilà. Mais non, mais ce que je pense, c'est que c'est impossible. Platon le rend compte, parce que les petits jeunes lui disent tout de suite, c'est pas possible. Et finalement, ce qu'il dit, c'est oui, mais ça ne tient pas, parce que la possibilité sera constituée par ceux qui déclarent que c'est possible, évidemment. Sinon, d'où elle viendrait, cette possibilité? Elle ne va pas venir des gens installés et qui déclarent que c'est impossible de les renverser. Ils ont raison de dire ça, hein, de leur point de vue intéressé, justement. Et donc, on peut considérer aussi que Platon, c'est une vaste discussion sur le possible ou l'impossible, qui a abouti au fait qu'on considère comme une utopie platonicienne toute idée neuve. Donc, on lui a accroché le grelot de l'impossible. Eh bien, c'est bien. Voilà.
C'est bien. Bon. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de questions. On m'a dit qu'il fallait arrêter à 10. Je peux tout simplement regretter qu'il n'y ait plus de véritable éditeur, parce que Alain Badiou, La vérité de Platon, serait bien convenu, serait été certainement plus promoteur, hein, parce que l'idée dans la vérité de sa représentation et l'idée dans sa vérité elle-même, ça fait quand même un schéma trinitaire de vérité qui nous ramène au sujet d'avant, à la véritable décolonisation de Platon. Dans une telle dynamique, je m'intéresse, d'une partie a été soulevée par Mohamed, je m'intéresse à ces cobayes qui font passer Alain Badiou de la version primitive aux innombrables versions suivantes. Et si j'ai bien compris, ce n'est pas terminé. Si j'ai bien entendu, j'ai vu un usage récurrent, choisi du mot labeur à la place du mot tâche du traducteur qu'on utilise habituellement, et la durée aussi de 5 ans. Et la question que je vais poser sur le rendu de ces cobayes qui est certainement déterminant. De toute façon, l'opération, le rôle, cette étape de l'opération de traduction, comment ils ont fait passer Badiou de l'épreuve primitive à Pékin. Et la décolonisation de Platon, c'est-à-dire le dépoussiérage de la pensée de Platon, à travers les âges, en passant par Al-Jahiz et Bagdad de l'époque, et en passant par les traductions latines. Sincèrement, qu'est-ce qui a été le plus difficile, le plus éprouvant, en passant du prophète et du sophiste au Platon incontestable des gardiens du temple? Quel a été le plus dur pour le traducteur? Et là, cette fois-ci, c'est vraiment le labeur. Quel a été le plus dur pour trouver l'essence, parce que vous avez fini par concéder le mot à la fin de votre intervention, de Platon, de la vérité de Platon. Moi, je choisis vérité à la République. Oui, je suis très gourmand pour... je demande avec faim sur les cobayes. Oui, il faut que j'aille très vite, je pense. Parce que... En vérité, sur la dernière partie de la question, qu'est-ce qui est le plus difficile, le plus dur dans le labeur du traducteur? Ça a été en vérité là, pour moi, de ne jamais, sous prétexte que je devais incliner ou interpréter telle ou telle chose, à la fin des fins, de sacrifier pour ce fait, mais au contraire d'augmenter, si possible, la dimension proprement littéraire du texte. C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'opération que je vous ai décrite, là, elle a son plan d'épreuve dans le fait qu'elle doit respecter la qualité littéraire. Pourquoi ? Parce que la qualité littéraire de Platon, ça fait partie de l'universalité de Platon. C'est-à-dire, si vous la sacrifiez, vous allez sacrifier quelque chose qui, justement, a toujours été reconnu comme une des singularités de Platon, c'est que il n'est pas, disons, pour parler comme Lacan, Platon, ce n'est pas le discours de l'université. Voilà. L'inventeur du discours de l'université, c'est Aristote. Et ça, c'est lui qui écrit des traités où on commence par « voilà le problème, voilà comment mes ancêtres l'ont traité », etc. Ça ne veut pas dire qu'Aristote n'est pas un génie extraordinaire. Mais il commence par tous les hommes désirent naturellement savoir. Hein? Il commence par tous les hommes désirent naturellement savoir. Oui, il n'y a pas tellement d'universités. Oui, mais ça ne fait rien. Après, il en vient toujours à examiner de façon érudite et détaillée comment ses prédécesseurs ont traité telle ou telle question. Tous les grands traités sont faits comme ça. Et il explique qu'il y a une chose qui n'a pas été vue. Etc. Mais non, mais c'est génial. C'est pas... Mais c'est pas... la différence des styles est flagrante. Elle est flagrante. Et alors,
Platon a toujours été registré comme un écrivain, voire un poète, et je pense qu'il fallait respecter ça, il fallait trouver ça de manière à conserver cette enveloppe. Alors c'est une chose qu'on a... par exemple, comment traiter les moments où la phrase de Platon se développe de façon immense. Dans toutes les traductions que je connais, c'est coupé, on met des points. Et je me disais, mais alors pourquoi quelque chose doit être donné? Et moi, j'ai traduit les phrases les plus immenses en une seule phrase, qui en français n'est pas facile, hein, plus facile en grec. J'ai chaque fois fait la phrase en entier et j'ai souligné le fait que cette phrase était comme ça parce que c'était un moment où Socrate fait un effet de virtuosité malgré tout. C'est-à-dire c'est une tirade spectaculaire dans laquelle l'agencement des vocables et le fait que plusieurs idées sont enchâssées les unes dans les autres est nécessaire à l'effet littéraire. Et d'ailleurs, je l'ai souligné, par exemple, en faisant dire à Amanta, à la fin de ce genre de phrase, bravo, là, vous avez mis le paquet. Bon.